Bonjour à tous, bienvenue à cette séance, à cette session sur l'autonomie stratégique et l'avenir du multilatéralisme. Nous savons que le multilatéralisme est important. Les Français, comme l'a montré le sondage qui est paru dans le MAG, accordent une grande importance aux défis planétaires, aux défis internationaux, que ce soit la question de l'avenir de la paix dans le monde ou en Europe, que ce soit la nécessité d'avoir l'accès à des produits sensibles que nous importons. Tout cela s'organise dans le cadre de relations économiques internationales et qui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ont été fondées sur le multilatéralisme, c'est-à-dire un certain nombre de règles qui fixent les relations entre pays. Or, aujourd'hui, ce multilatéralisme est en évolution. On sait qu'il a joué un rôle important au niveau mondial, aussi au niveau européen, puisque l'Union européenne a traditionnellement été fondée sur une forte intégration entre les pays, mais aussi une ouverture à l'international. Et donc aujourd'hui, la session d'aujourd'hui va chercher à essayer de comprendre quelle est l'évolution de ce multilatéralisme, quelles sont les causes de ces évolutions, mais aussi d'essayer de comprendre vers quoi nous nous orientons, et voir quelles sont les solutions qui sont apportées aujourd'hui, sont-elles viables, pour essayer de prolonger ce message du multilatéralisme. Alors merci à tous de votre participation. Je veux saluer aussi tous ceux qui sont dans la salle, mais aussi ceux qui sont à distance, puisque nous avons une terminale au lycée Camille Claudel de Reims, une terminale à Kuala Lumpur. Bonjour à vous tous. À Nantes aussi, et aussi à Paris-Buzenval, une classe de première. Donc merci à tous d'être là. Et nous avons le plaisir d'avoir un panel d'experts qui vont nous expliquer un peu quels sont les challenges et quels sont les défis que doit relever l'économie mondiale. Et donc directement à ma droite, Bertie Delaveau, qui est responsable du Centre sur le changement climatique à la Banque de France. Ensuite, nous avons à sa droite Sébastien Jean, qui est titulaire de la chaire Jean-Baptiste Say, chaire d'économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers. À sa droite, Elvire Fabry, qui est de l'Institut Jacques Delors. Elvire est chercheuse sur les questions de géopolitique du commerce, et elle est rapporteuse du groupe de travail Union européenne-Chine dans le cadre de l'Institut Jacques Delors. Et à l'extrémité, nous avons donc Bruno Cabriac, qui est donc directeur général des statistiques, des études et de l'international à la Banque de France. Voilà. Donc avec ces experts, nous allons essayer de répondre aux questions que j'ai abordées. Et tout d'abord, nous avons commencé par le constat, qui est le constat de la situation du multilatéralisme. Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Quelles sont les tendances aujourd'hui et la situation d'aujourd'hui ? Donc je vais interroger Elvire Fabry. Donc Elvire, pouvez-vous nous éclairer un petit peu sur pourquoi nous en sommes là en termes d'évolution du multilatéralisme ? Bonjour à tous. Je dirais que si on s'intéresse à l'évolution du multilatéralisme, il faut d'abord qu'on fasse un focus sur le rôle, la place que tient aujourd'hui une institution particulière qui est l'Organisation mondiale du commerce, qui a permis jusqu'à maintenant d'engager des négociations entre les différents pays à travers le monde. Aujourd'hui, ce sont 164 pays qui font partie de l'OMC et qui couvrent 98% du commerce mondial. Donc on voit bien que c'est une institution centrale dans le fonctionnement de l'économie mondiale. Alors que cette institution a trois fonctions. Elle a une première fonction qui est une fonction de négociation pour limiter les barrières au commerce, qui étaient d'abord les barrières tarifaires. Il s'agissait de baisser les droits de douane pour faciliter les échanges entre les États membres. Et puis de plus en plus, tout ce qui concerne les barrières non tarifaires, ce qui concerne plus le volet réglementation, et puis des enjeux de certification, double certification, qui pèsent beaucoup à la fois en temps et en coûts financiers, sur les échanges commerciaux.
Et alors qu'au fil des décennies, les barrières tarifaires ont beaucoup diminué, maintenant le cœur du réacteur, si je puis dire, se porte beaucoup plus sur ce volet non tarifaire. Et l'on voit bien qu'à mesure que se transforment nos économies, il y a des problématiques qui montent de plus en plus, qui demanderaient de plus en plus des régulations, que ce soit dans le secteur de l'économie digitale, que ce soit pour trouver plus de compatibilité ou coordination entre les enjeux de lutte contre le changement climatique et en même temps de renforcement de ce commerce international ou de gestion de l'impact de ce commerce international. On aurait besoin de beaucoup plus de négociations sur la valorisation des biens publics et de capacité de régulation, et qu'on a beaucoup d'interrogations sur le rôle que peut jouer encore cette institution, alors que si l'on revient sur cette fonction de négociation, on a eu de plus en plus de mal ces dernières années à véritablement aboutir à des nouveaux volets de négociation. Lors de la dernière conférence ministérielle qui rassemble tous les membres de l'institution, en 2022, si je puis dire, on s'est un peu rassuré en obtenant in fine une négociation pour ce qui concernait la subvention de toute la pêche qui concernait notamment toute la pêche illégale, la pêche en haute mer non régulée, et qui était en fait un signal positif encore de dynamique de cette institution, parce que c'était le premier accord même qui portait sur un enjeu environnemental. Ça montrait une orientation nouvelle de capacité de négociation. Mais par ailleurs, je dirais que pour beaucoup d'autres dossiers, ils sont restés encore au point mort. On a obtenu l'extension d'un moratoire qui permet d'éviter des droits de douane sur les transactions numériques. Mais encore une forte interrogation sur cette capacité de négociation qu'on pouvait obtenir au niveau multilatéral, alors que l'enjeu, c'est de pouvoir notamment ramener la Chine et les États-Unis à la table des négociations, avec une préoccupation particulière, qui est un problème de distorsion dans les échanges commerciaux, qui est l'utilisation excessive que fait la Chine depuis des années de sa capacité de subvention auprès des entreprises d'État chinoises, et qui a rendu ces entreprises compétitives sur un marché face à des concurrents d'autres pays tiers qui ne bénéficiaient pas de cette manne de subventions. Et je dirais un obstacle de plus en plus problématique pour ces négociations, qui est finalement la façon dont les États-Unis se sont progressivement un peu détournés de l'OMC, considérant que la Chine, ayant rejoint l'OMC en 2001, avait pris des engagements, à respecter ces engagements lorsqu'elle a adhéré à l'OMC, mais qu'elle avait su aussi utiliser les mailles du filet qui lui permettaient de continuer à préserver ce modèle de capitalisme d'État, et que par ailleurs les deux autres fonctions de l'OMC, qui sont la mise en œuvre des règles, la surveillance, la délibération, et puis par ailleurs également le règlement des disputes qu'il peut y avoir entre les États membres, les différends qu'ils peuvent avoir, qui font que l'OMC est la seule institution qui a un muscle qui permet d'avoir des arbitrages entre les États membres, et ils doivent se soumettre à une décision des juges, notamment de l'organe d'appel, qui leur impose des décisions supranationales, et qui leur impose à ce moment-là de pouvoir s'engager à des mesures qui permettent de compenser les dommages qui ont été encourus. Les États-Unis, estimant que ces décisions leur étaient défavorables ou ne les aidaient pas à faire face à ces problèmes de distorsion de concurrence, ont bloqué la nomination des juges à l'organe d'appel, au point que fin 2019, ce muscle est paralysé, parce que si l'on renvoie une décision en appel, elle est suspendue. Et par ailleurs, il y avait une préoccupation qui n'a fait que se renforcer. On se souvient de Donald Trump lorsqu'il menaçait de retirer même les États-Unis de l'Organisation mondiale du commerce. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'ils s'affranchissent de certaines règles fondamentales, piliers de l'institution, principe de non-discrimination, où on ne doit pas imputer à des entreprises étrangères des règles spécifiques qui ne s'appliqueraient pas aux entreprises nationales.
et notamment la mesure récemment qu'a pris les États-Unis dans le cadre d'un programme très ambitieux de subvention à tout le secteur des technologies vertes, d'appliquer des mesures de contenu local qui introduit une discrimination directe entre les entreprises étrangères et les entreprises américaines. C'est un signal fort de désengagement des États-Unis, non pas dans l'application de toutes les règles de l'OMC qui ont été établies, mais qui peut être une forme d'incitation à un effet domino pour d'autres États membres à finalement s'engager un peu dans un respect à la carte des règles du multilatéralisme. Et c'est aujourd'hui une préoccupation majeure pour les Européens qui ont toujours défendu ces dernières années le fait de devoir renforcer au contraire ces règles. Et on le voit bien, comme je le rappelais, on a besoin de plus de règles au niveau international. Ce seraient d'abord les pays les moins développés qui seraient exposés à une logique qui serait beaucoup plus une logique de rapport de force avec quelques grands blocs, États-Unis, Chine, Union européenne. Mais on voit bien que sur la durée, à un moment où on s'interroge un peu sur une, non pas démondialisation, mais réorganisation de la mondialisation et un petit risque de fragmentation entre différents espaces, c'est un sujet de préoccupation. Merci Elvire. Je vais peut-être donner la parole maintenant à Sébastien Jean. Quel est votre avis sur ces évolutions? Comment affectent-elles le commerce, mais en général, et comment quelle est la capacité justement de l'ordre international de faire face aux défis qui sont aujourd'hui ceux auxquels doivent répondre l'économie internationale, qui sont le changement climatique en particulier? Quel est votre avis sur ce sujet? Oui. Merci Olivier, bonjour à tous. Le système, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est une situation effectivement difficile pour le multilatéralisme, et je pense que de ce point de vue-là, le sujet de la table ronde est bien posé, de s'interroger sur l'avenir du multilatéralisme. Qu'est-ce que c'est que le multilatéralisme? C'est avant tout un ensemble de règles sur lesquelles les pays, la plupart, l'essentiel des pays du monde, se sont mis d'accord par des traités internationaux sur la façon dont ils organisaient leurs échanges entre eux. C'est une sorte de règlement commun sur lequel ils se sont mis d'accord, qui organisait ces échanges essentiellement autour de l'idée que finalement il fallait que la concurrence s'établisse sur des bases équitables, essentiellement sur une logique de fonctionnement de marché, et que finalement les ambitions politiques des pays, leur stratégie propre devait un peu passer au second plan, surtout pour éviter que finalement il y ait un pays qui fasse payer aux autres le coût de ce qu'il souhaitait mettre en place. Ça, c'est le système dans lequel a prospéré la mondialisation depuis la Seconde Guerre mondiale, beaucoup plus intensément encore depuis le début des années 90. Et aujourd'hui, on a le sentiment que ce système-là, il est largement déstabilisé. Pourquoi? Elvire l'a décrit très bien. On peut le résumer en disant qu'aujourd'hui, entre les deux plus grandes puissances économiques du monde, la Chine et les États-Unis, il y a à peu près 2/3 de leurs échanges qui sont dans une situation de guerre tarifaire telle qu'elle a été initiée par Donald Trump. C'est encore le cas aujourd'hui. On a une puissance importante au niveau mondial, la Russie, qui est mise à l'index pour de très bonnes raisons, mais mise à l'index pour des raisons politiques et donc mise à l'écart de l'essentiel des relations internationales. On a les États-Unis, Elvire l'a dit, qui développent une stratégie de transition pour développer leur transition climatique, ce qui est une bonne chose, ce qui est évidemment d'abord une très bonne chose, mais ils le font aussi en ne respectant pas les règles sur lesquelles ils s'étaient entendus avec leurs partenaires. Donc tout ça, c'est très déstabilisant. Qu'est-ce que ça reflète avant tout? Je crois que ça reflète une situation qui est un peu sans précédent historique, dans lequel à la fois on est très dépendants les uns des autres. Tout le monde l'a souligné au moment de l'épidémie de Covid, par exemple, quand on a réalisé à quel point on dépendait de la Chine pour se fournir en masques, de la Chine et de l'Inde pour se fournir dans les produits nécessaires pour produire des tests, mais de mille autres manières aussi. On est extrêmement dépendants, mais on est dans une situation où il y a des rivalités politiques de grandes stratégies nationales, de stratégies étatiques,
qui sont très fortes. Ça n'a pas été le cas précédemment. Pourquoi? Parce que la mondialisation d'après-guerre, essentiellement, elle s'est limitée aux États-Unis et à leurs alliés, dans un premier temps. Et puis, quand il y a eu la fin de la guerre froide, en fait, il y a eu une période pendant laquelle il y avait une hyperdomination, une domination très forte des États-Unis qui fait que personne n'était capable de rivaliser avec les États-Unis. Ce que Francis Fukuyama a décrit à l'époque comme la fin de l'histoire, d'ailleurs, de façon beaucoup moins caricaturale que ce qu'on dit souvent, c'était avant tout ça. C'est de dire aujourd'hui, ce constat qui était juste à l'époque, dans les années 90, personne, aucun autre modèle ne rivalise par rapport à celui des États-Unis. Eh bien, aujourd'hui, ce constat, il n'est plus vrai. Parce qu'il y a une rivalité de nouveau. Les États-Unis sont moins puissants au niveau mondial. La Chine est un rival évident. Et puis au-delà de ça, il y a beaucoup de... Les États-Unis ne veulent plus d'ailleurs jouer ce rôle entre guillemets de gendarme du monde. Donc en fait, la problématique de sécurité nationale, elle est devenue extrêmement importante pour tous les pays, et y compris pour le nôtre. Hein. Vous voyez à quel point aujourd'hui, on a de façon beaucoup plus présente dans le débat public une préoccupation de sécurité qui refait surface. Et la sécurité domine finalement dans les priorités la structuration, y compris de nos politiques économiques. C'est-à-dire que si on a l'impression que pour des raisons de sécurité, il faut prendre certaines mesures, on va donner la priorité à ça. Ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est la transition climatique. Et ça, j'espère, c'est un sujet, c'est une urgence qui est très pressante et avec retard, mais finalement, quand même, beaucoup d'États réalisent que ça doit être un élément absolument structurant, urgent de leur politique de demain. Et donc, ils essaient de s'organiser, c'est ce qu'ont fait les États-Unis avec cette loi dont on parlait l'été dernier. Et finalement, le fait qu'on dise qu'ils enfreignent leurs engagements internationaux, ça veut dire surtout que pour arriver à avancer, la seule façon qu'ils ont trouvée pour réunir une coalition politique, finalement, chez eux, c'était de mettre de côté leurs engagements commerciaux. Donc, on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire que finalement, ce système qu'on avait mis en place, dont il faut bien comprendre que c'est très important d'avoir un système multilatéral, c'est-à-dire étant donné toute la diversité des pays dans le monde, si on ne s'entend pas sur un certain nombre de règles, on a un système complètement imprévisible, chaotique et souvent extrêmement injuste. Et Lear l'a dit aussi, effectivement, on dérive vers le rapport de force si on n'a pas de règles. Donc ça, c'est précieux d'avoir un système comme ça. Mais aujourd'hui, il est mis à l'épreuve parce qu'il y a des priorités politiques qui s'affirment, et essentiellement autour de ces deux impératifs, la sécurité nationale et la transition climatique. Donc pour moi, c'est ça qui définit la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Merci beaucoup. Maintenant, je vais interroger peut-être Bruno Cabriac pour savoir quel est votre avis sur ces tendances. Est-ce que vous partagez ces analyses ou quel est votre point de vue? Merci Olivier, bonjour à tous. On a beaucoup parlé de commerce à propos de multilatéralisme parce qu'effectivement, multilatéralisme et mondialisation, c'est une dynamique d'ensemble. Et le commerce, finalement, c'est la face émergée de la mondialisation. Alors, ce qui vient un peu tempérer le tableau qui vient d'être dressé, qui est un tableau peut-être un peu sombre, c'est que quand on regarde les évolutions du commerce, et la métrique finalement la plus simple de la mondialisation, c'est d'additionner les flux de commerce et de les rapporter au PIB mondial, eh bien on voit qu'il y a eu une progression très forte, en gros depuis le début des années 90 jusqu'à la grande crise financière de 2008, pour atteindre un chiffre de taux d'ouverture tel que je l'ai défini de 50%. Et depuis, eh bien, ce taux s'est stabilisé. Il n'a pas diminué. Donc on n'est pas, en tout cas en termes de commerce et d'échange, dans un monde de démondialisation. Les Américains, les Anglais ont plutôt utilisé le terme de slow mondialisation, donc de ralentissement de la mondialisation. Alors, ce qui avait provoqué cette énorme croissance du commerce international, c'était deux choses. C'était l'ouverture de plus en plus forte de chaque marché à des produits finis venant de l'extérieur, et donc avec une logique économique, d'avantages comparatifs, et qu'on pouvait laisser jouer si chacun jouait à peu près les mêmes règles et qu'il y avait donc de la libre concurrence. Et puis la deuxième chose, c'était une fragmentation des processus de production,
une fragmentation des chaînes de valeur, et donc vous avez un même produit qui passait 1 ou 2 fois la frontière, et qui maintenant passe peut-être 10, 15 fois la frontière. Et donc c'est ça qui a fait, c'est ces deux dynamiques qui ont fait la forte progression jusqu'à la crise financière du taux d'ouverture des économies. Ces deux dynamiques se sont ralenties. Il y a probablement un arrêt de l'allongement des chaînes de valeur, peut-être un raccourcissement des chaînes de valeur, et il y a effectivement peut-être une stabilisation de l'ouverture de chaque marché aux produits finis. Mais à nouveau, ça n'est pas un phénomène de démondialisation. Si on regarde ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années, on voit qu'il y a effectivement une baisse très forte de ce ratio pendant la crise Covid, comme ça a eu lieu pendant la crise financière, et pour des raisons qu'on comprend bien, qui sont à la fois idiosyncratiques à la crise Covid, avec des blocages des facilités logistiques dans un certain nombre de pays pendant les périodes de confinement, et puis qui sont naturelles quand il y a un effondrement de l'économie, une récession mondiale, le commerce diminue plus fortement. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que, en fait, ce ratio a rejoint son niveau qu'il avait en 2019, surtout si on enlève la Chine, et comme vous le savez, la Chine vient de rouvrir, et donc il y a un rattrapage important du commerce chinois. Donc on n'est pas dans un système de démondialisation. Deuxième, peut-être, idée reçue que je voulais combattre, c'est l'idée de la non-résilience des chaînes de valeur. Il y a eu quelques phénomènes anecdotiques, notamment sur les masques, etc., qui soulignaient effectivement quelques points de faiblesse pendant la crise Covid, dont je rappelle que c'est quand même un phénomène totalement inédit et qui a eu des conséquences massives sur le commerce, simplement parce que les facilités logistiques étaient fermées. Mais quand on regarde ce qui s'est passé, il y a eu une très grande résilience au choc du Covid. Il y a eu une grande résilience aussi à la guerre en Ukraine, au choc énergétique. On voit aujourd'hui que toutes les hypothèses de rationnement du gaz, par exemple, ou de l'énergie en Europe ne se sont pas réalisées. On voit aujourd'hui que les hypothèses de rationnement sur un certain nombre de produits alimentaires qu'on avait anticipés ne se sont pas réalisées sur les marchés. Et on pourrait se demander quel aurait été le contrefactuel dans un monde beaucoup plus fermé où il n'y aurait pas eu effectivement cette densité des échanges. Je rappelle juste par exemple que la France a toujours été un pays très excédentaire en termes de production de produits alimentaires, de production de céréales, et pourtant au début du XIXe siècle, donc il n'y a pas encore tant de temps, elle a connu de très nombreuses famines. Donc en fait la mondialisation c'est un élément de sécurisation de l'approvisionnement, parce que quand il y a un choc sur un pays, quand il y a une catastrophe naturelle, quand il y a un choc même épidémique, eh bien, on peut faire appel aux ressources qui existent dans d'autres pays. Alors, évidemment, la perspective institutionnelle, la perspective géopolitique autour de la mondialisation s'est nettement assombrie. Mais il faut remarquer que, là aussi, le commerce a résisté aux tensions géopolitiques qui sont apparues de façon évidente, mais qui préexistaient un petit peu avant, au moment de l'administration de Trump, avec l'augmentation des tarifs. Ça n'a pas empêché le commerce sino-américain, pendant l'administration de Trump, de continuer à progresser. Et aujourd'hui, l'augmentation forte des tensions géopolitiques a eu des essais assez forts qui viennent d'être décrits sur le multilatéralisme commercial. Le fonctionnement de l'OMC est touché, et pourtant, à nouveau, les flux de commerce continuent à progresser, malgré toute cette petite musique sur l'autonomie stratégique qui masque en fait beaucoup de préoccupations qui sont des préoccupations directement protectionnistes. Il y a toujours une résistance des intérêts protectionnistes dans un pays. Ils sont portés en plus par le fait qu'il y a un certain nombre d'études qui ont mis en valeur l'idée que la mondialisation entraînait probablement à l'intérieur d'un certain nombre de pays avancés une augmentation des inégalités.
bien qu'il y ait, ce ne soit pas un point de vue totalement consensuel et partagé par toutes les études, mais surtout ce qui est à l'heure actuelle plus difficile, c'est que l'intérêt essentiel de la mondialisation, c'est qu'elle a réduit très fortement les inégalités entre pays, qu'elle a réduit très fortement la pauvreté dans le monde, la pauvreté absolue, notamment dans des grands pays comme la Chine, où elle a pratiquement disparu, mais aussi en Inde, mais qu'avec la montée des tensions géopolitiques, cet argument est beaucoup plus difficile à utiliser. Quand vous allez rencontrer les opposants à la mondialisation, qui mettent en avant l'augmentation des inégalités à l'intérieur du pays, c'est difficile, avec l'augmentation des tensions géopolitiques, de faire valoir cet argument, alors même qu'en termes global et en termes d'équilibre de la planète, c'est clair que la mondialisation a permis de réduire fortement la pauvreté et en large partie les inégalités. Merci Bruno. Je vois que le temps avance et donc j'aurais voulu vous poser une question, mais je vais juste l'évoquer, peut-être que ce sera du temps après, c'est les échanges de services. On a vu que, Bruno, tu as parlé de façon très précise du commerce de biens, il y a évidemment aussi le commerce de services, qui prend aussi un peu le relais de la mondialisation. On a une forte progression des échanges de services et effectivement la question de savoir, mais on reviendra peut-être à la fin là-dessus, comment ça interagit avec les règles générales qui fondent le multilatéralisme. Donc maintenant, on l'a vu, on a un panorama avec des plus et des moins dans cette évolution des tendances de fond, et des évolutions qui sont lentes. Pas de déglobalisation massive, tendu d'une fragmentation. Et je voulais néanmoins, maintenant, on va essayer de voir quels sont néanmoins ce message du multilatéralisme, comment est-ce qu'on l'observe aujourd'hui de façon plus précise. Et je voudrais interroger maintenant Bertie Delavaux sur l'expérience du NGFS, qui peut être une réponse justement aux défis qui ont été évoqués par Sébastien et Elvire, qui est le changement climatique. Oui, alors, dans le cadre du NGFS, donc c'est un réseau de banquiers centraux et de superviseurs qui a été créé avec pour but de verdir le système financier. C'est un réseau qui peut donner un exemple de mini-latéralisme avec des acteurs dédiés sur un sujet très spécifique. C'est une communauté en fait qui a été lancée en 2017. À l'époque, les Américains avaient annoncé leur volonté de sortir des accords de Paris, et donc tout ce qui était discussion entre banquiers centraux et superviseurs dans le cadre du G20 se retrouvait bloqué, puisqu'il y avait déjà des groupes de travail dans cette enceinte où ces superviseurs et ces banquiers centraux se parlent. Il y avait des discussions sur les mesures à prendre pour lutter contre le changement climatique, pour prendre en compte cette nouvelle catégorie de risques. Eh bien, je pense que voilà, ça montre aussi qu'on peut avoir une logique par le bas, c'est-à-dire qu'à cette époque, 8 banquiers centraux et superviseurs se sont mis d'accord, la Banque de France en faisait partie, pour continuer les travaux dans une enceinte qui en fait n'en était pas une, puisque c'était un simple réseau. Et donc, de manière sur base volontaire, donc de créer cette coalition des bonnes volontés, qui est vraiment notre marque de fabrique, avec vraiment une gouvernance ad hoc qui donnait beaucoup de flexibilité, beaucoup de liberté à nos membres. Le principe, c'est qu'on est organisé avec un comité exécutif qu'on appelle un steering committee, dans lequel il y a une dizaine de membres, dont les 8 membres fondateurs qui sont représentés, et qu'on élargit régulièrement pour donner plus de représentativité géographique. Et puis un plénier dans lequel rejoint en gros tous les membres volontaires. Au départ, donc on était 8, aujourd'hui on représente à peu près 140 institutions, à peu près 120 membres et 20 observateurs, avec toutes les principales juridictions qui sont représentées, les États-Unis nous ayant rejoints il y a déjà quelques années aussi, la Chine également faisant partie de ce réseau. Et l'idée, c'était pas de produire des règles ou des réglementations comme le font d'autres forums de superviseurs, le comité de Bâle par exemple, ou le Conseil de stabilité financière. Non, l'idée c'était là de nous mettre en commun nos bonnes idées pour trouver des chemins de progrès. Et donc c'est vraiment une logique qui a bien pris.
chacun apportant vraiment de manière très collaborative ses idées. Donc on a élaboré toute une série de rapports qui datent aujourd'hui dès 2018. On a à peu près une dizaine par an. Et l'idée, c'est de faire remonter par nos membres, en fait, les chemins qu'ils voient, que ce soit sur l'investissement responsable des banques centrales, la politique monétaire, la supervision des banques et des assurances. Et on s'est aussi mis en marche pour élaborer un outil commun d'appréhension de ce nouveau risque qui est le changement climatique, c'est-à-dire on sait qu'il va arriver, ça c'est certain. En revanche, comment vont réagir les États? Quels seront les impacts physiques, les impacts économiques liés aux risques physiques et de transition? Ça soulève plusieurs hypothèses et donc il faut réduire l'incertitude en proposant différentes visions plausibles de l'avenir. C'est pas des prédictions, c'est juste se dire face à l'incertain et à un niveau d'incertain tel lié au changement climatique, comment est-ce qu'on peut réagir et avoir une gestion des risques pertinente. Et donc c'est là où le NGFS s'est mis d'accord pour produire des scénarios à horizon 2050 de transition climatique, avec des hypothèses d'impact en termes de risque de transition et de risque physique. Voilà, donc je pense que c'est cette démarche-là qui s'est révélée très fructueuse et qui a en fait une logique d'influence. C'est-à-dire qu'on ne produit pas de règles, on émet des rapports avec des recommandations non obligatoires, mais le simple fait que cette communauté-là, très technique, pas du tout politique, se soit mis d'accord pour les produire avec différentes gradations, toujours dans les limites du mandat des banquiers centraux, des superviseurs, en reconnaissant toujours que les premiers acteurs, ce seront les gouvernements pour agir face au changement climatique. Donc, dans les limites de nos possibilités, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça influence, en fait, à la fin, ça permet aux régulateurs eux-mêmes d'avoir des idées et de voir les chemins possibles. Voilà, donc, d'accélérer le processus. Merci beaucoup Bertie pour cette présentation de cette nouvelle initiative qui permet, face au blocage du multilatéralisme, comme vous l'avez expliqué, permet d'avancer très concrètement sur des sujets de changement climatique en proposant des scénarios qui seront là pour discuter et proposer de façon très concrète des solutions et qui permettront d'arriver à des solutions. Donc maintenant, peut-être que je vais interroger Bruno, peut-être pour donner son avis sur, son opinion sur des autres initiatives un peu du même genre qui peuvent expliquer qu'on peut retrouver l'esprit du multilatéralisme ou un certain des éléments pour résoudre les problèmes de l'économie internationale. Oui, je voulais d'abord revenir sur une de ces expressions en disant blocage du multilatéralisme. Moi, j'ai une opinion un peu différente et je trouve qu'au contraire, les institutions multilatérales, elles ont bien résisté, elles ont été particulièrement résilientes au choc des tensions géopolitiques qui se sont quand même fortement renforcées. J'en donne pour preuve les travaux du G20. Le G20, c'est une institution récente, en tout cas sous sa forme actuelle, intergouvernementale et puis rassemblant en fin d'année les chefs d'État, puisqu'il date de la grande crise financière de 2008, donc une institution qui a une quinzaine d'années. Le G20 poursuit, bien qu'un des membres du G20 soit la Russie, et elle continue à assister aux réunions du G20, et bien le G20 poursuit sa tâche sur un certain nombre d'agendas techniques. Je prendrai un exemple, celui de la fiscalité internationale, dans lequel le G20 a fait franchir une étape au multilatéralisme et à la mondialisation. On va sans doute réussir à avoir une réforme fiscale qui impose les multinationales avec un taux d'imposition minimum dans chacun des pays, avec un accord global. Le G20 a réussi à faire un accord global sur la transparence des données et les échanges des données fiscales entre pays. C'est quelque chose qui marche, qui se poursuit au niveau technique. Donc, il y a une forme de multilatéralisme ciblé sur un certain nombre de dossiers, et notamment aussi sur des dossiers, par exemple, de régulation financière, qui continuent au G20. Et le G20, quelque part, c'est aussi une forme avancée du multilatéralisme, c'est-à-dire qu'on aurait pu traiter, ou essayer de traiter en tout cas, la grande crise financière au sein du G7 entre pays avancés, parce que la crise venait du cœur du système financier aux États-Unis, et elle a eu des répercussions essentiellement sur les systèmes financiers des pays avancés. Mais on a choisi d'y associer les autres grands émergents parce qu'ils avaient un poids de plus en plus important dans l'économie mondiale et un poids important dans les échanges. La Chine, par exemple, aujourd'hui représente 25% des échanges de produits de haute technologie.
Et c'est justement d'ailleurs parce que la Chine devient un concurrent des États-Unis et d'un pays avancé et a développé une technologie qu'elle a empruntée en large partie aux pays avancés, qui a ces tensions. Mais donc il y a une forme de multilatéralisme qui est résiliente aux tensions géopolitiques. Ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point qui est que la montée en puissance de la prise de conscience des biens publics mondiaux, notamment à partir du climat, mais qui s'étend maintenant à la biodiversité, et puis bien sûr avec les pandémies et la santé à l'issue de la crise Covid, la montée de cette prise en conscience fait qu'on sait qu'on n'a pas d'autre alternative que le multilatéralisme. On ne va pas résoudre le problème du climat sans la Chine et l'Inde, on ne va pas résoudre le problème de la santé sans les pays les plus peuplés du monde. Et donc ça a généré un certain nombre d'initiatives plus ou moins rattachées aux instances multilatérales, quelles soient les instances multilatérales de l'ONU ou les instances multilatérales autour du G20 et des institutions de Bretton Woods comme le FMI et la Banque mondiale, et d'initiatives pour essayer de rassembler des coalitions de volontaires. La COP pour biodiversité, la COP climat, c'est un exemple. Et quelque part, c'est ça aussi qui a permis à l'organisme ad hoc des Nations Unies d'arriver à l'accord de Paris, qui est un accord multilatéral remarquable, dont il faut maintenant effectivement assurer la mise en œuvre, et que des initiatives telles que celles que Bertie a décrites, comme le NGFS, peuvent aider cette mise en œuvre. J'ai parlé tout à l'heure de la réforme fiscale qui a été initiée par le G20 et qui a abouti à un changement de dimension dans le multilatéralisme fiscal. Ça a été certes initié par le G20, mais ça a été possible grâce à un nouvel type d'institution, un forum inclusif qui est abrité ici, à Paris, à l'OCDE, et qui rassemble un certain nombre de pays volontaires pour participer à cette réforme fiscale, et pour y participer, mais aussi pour en dessiner les contours. C'est comme ça qu'on a abouti à la réforme qui va être appliquée, fiscale qui va être appliquée. Ce même type de schéma a été mis en place aujourd'hui à l'OCDE pour essayer de faire, et c'est important pour tout le monde, une cartographie des politiques climatiques et pour essayer d'évaluer leur efficacité. D'abord leur efficacité vis-à-vis de leur objectif principal qui est la réduction d'émissions, et ensuite leur efficacité économique. Et donc ça, c'est un autre exemple effectivement de nouvelles structures multilatérales qui permettent d'aborder ces problèmes qui sont des problèmes très importants. Et je terminerai juste en disant un mot. Clairement, la lutte contre le changement climatique va être le test du multilatéralisme. On ne peut pas faire une lutte contre le changement climatique sans qu'il y ait un effort multilatéral. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse dialoguer avec le GIEC et peut-être dialoguer de façon plus efficace que l'organisme de l'ONU, l'UNFSCC. Et donc, c'est vraiment un défi important, et c'est un défi d'autant plus important que sur certains points, il part mal. On a parlé tout à l'heure de la politique américaine, connue sous le nom de Inflation Reduction Act, mais qui est en fait une politique américaine de subvention aux énergies renouvelables, particulièrement agressive sur le plan commercial, et qui essaie de fermer aussi la porte aux Chinois sur divers plans, le plan commercial, mais aussi le plan des technologies. Donc ça, si on se lance dans des politiques comme ça, c'est sans doute très compliqué d'arriver aux objectifs climatiques, alors que même, comme l'a signalé Bertie, l'urgence est là. Donc ça va être le vrai test pour le multilatéralisme aujourd'hui et demain. Merci beaucoup Bruno pour ce message positif et montrer que le multilatéralisme a effectivement encore beaucoup de potentialités. Je vais interroger maintenant Sébastien Jean pour savoir un petit peu son avis sur ces différentes initiatives et comment est-ce qu'on parle de... On a parlé de multilatéralisme, mais on parle aussi de plurilatéralisme. Je vois un petit peu quel est
quelle est votre opinion sur ces sur l'efficacité finalement de ces nouveaux dispositifs? Oui, je rejoins Bruno sur le constat que le multilatéralisme est absolument indispensable pour répondre à un défi comme le changement climatique. C'est le plus important d'entre eux. Ce n'est pas le seul d'ailleurs, hein, il faut le souligner. On partage la même planète et donc on partage la même santé, donc en termes de les mêmes risques de prolifération nucléaire, les mêmes risques par rapport à la biodiversité, l'environnement. Donc il faut effectivement des règles communes. C'est indispensable. Est-ce qu'elles fonctionnent? Je suis d'accord pour souligner qu'elles ne fonctionnent pas si mal. Elles ont quand même résisté. Mais malgré tout, pour moi, le constat aujourd'hui, c'est avant tout qu'on fait trop peu, trop tard. Et que c'est extrêmement difficile d'arriver à se coordonner d'une façon multilatérale. Hein. Quand on dit multilatéral, on dit à peu près l'ensemble des pays du monde. Et c'est d'autant plus difficile que justement, la volonté ou ce besoin de coopérer, il est percuté par les rivalités de grandes stratégies entre les grandes puissances. Donc, on est dans cette situation qui est très alarmante, qui est tragique potentiellement. C'est-à-dire que face à cette menace, à ces menaces communes, finalement, les passagers du bateau sont trop occupés à se taper dessus. On a l'impression par moment pour se mettre d'accord sur la façon de tourner le gouvernail. Hein, c'est ça un peu le risque devant lequel on est aujourd'hui. Donc, il ne faut pas être alarmiste, je suis d'accord dans le sens où il y a quand même des choses qui se font, et heureusement, et il faut absolument, mais elles ne se font pas suffisamment vite. Malgré tout, c'est ça, pour moi, le constat aujourd'hui. C'est pour ça que je trouve très heureux, justement, d'avoir invité Bertie à nous décrire ce type d'initiatives qui sont, au fond, une initiative de coalition des bonnes volontés. C'est-à-dire, à partir du moment où on n'arrive pas à imposer par le haut une solution autour de laquelle se seraient mis d'accord tous les États du monde, toutes les grandes puissances, disons, c'est très regrettable. Donc, mais la façon d'avancer, c'est d'avoir des coalitions de bonne volonté et de faire en sorte qu'elles soient le plus influentes possible. Donc, d'une certaine façon, je note que la négociation sur le climat, elle s'est tournée un peu vers ça. Hein, c'est-à-dire que quand on a négocié, ça fait quand même plus de 30 ans qu'il y a des négociations multilatérales sur le climat. La première version de ces négociations, qui avait donné le protocole de Kyoto, c'était une façon de se mettre autour de la table et de se dire on va se mettre d'accord pour des règles de diminution de nos émissions carbone. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché dans le sens où le protocole de Kyoto il n'a pas été appliqué, en tout cas par très peu de pays. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas voulu le ratifier ou alors qui n'avaient pas d'efforts significatifs dedans ou alors qui en sont sortis. Et puis, ça n'a pas marché dans le sens où, notamment un peu plus de 15 ans plus tard, à Copenhague, quand il y a eu la volonté de faire disons, un nouvel accord pour être plus ambitieux sur la réduction concertée des gaz à effet de serre, ça a fini par un clash tragique, là aussi, mais qui, au fond, a signé le fait qu'on était dans une impasse dans cette démarche. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On a adopté une autre approche qui est celle qui a permis de l'accord de Paris, qui a été de dire que chacun dise ce à quoi il est prêt. Et au fond, je mets ça dans la même catégorie d'essayer d'agglomérer les bonnes volontés. Donc, ce n'est pas satisfaisant sur le fond. On préférerait que tout le monde se mette autour de la table et qu'on se mette d'accord pour trouver ensemble les solutions. Mais aujourd'hui, c'est la seule chose qui est praticable. Donc, il faut le pratiquer le plus possible. C'est très heureux que les banques centrales le fassent sur la régulation financière. Il faut essayer de le faire après sur le plus de domaines possibles. Et donc, effectivement, y compris dans le cadre de ce qu'on appelle les enceintes multilatérales, pour le commerce, c'est cette Organisation mondiale du commerce, on a tendance à dire on ne va pas arriver à faire des accords tous ensemble, on va se mettre par petits groupes pour essayer d'avancer. Et je crois que malgré tout, il y a des choses qui avancent, mais ça bouscule le cadre dans lequel on est. Et on a parlé plusieurs fois déjà de la loi américaine. Je pense que c'est une bonne illustration de la façon dont ces initiatives bousculent. Dans le sens où je ne vais pas juger de savoir si c'est de la bonne ou mauvaise volonté de la part des Américains, mais je dis simplement, aujourd'hui, les Américains avancent enfin sur leur transition climatique, avec beaucoup d'aspects dérangeants dans la façon dont ils avancent, mais on n'a pas le choix. C'est ça qu'ils font et ils nous proposent rien d'autre. Donc on va être obligé de composer avec cette loi qu'on trouve
très imparfaite, très énervante ou injuste par certains côtés, injuste aussi au niveau international parce qu'elle essaie de faire payer à la fois, et puis on sent bien que le climat par moment est saisi comme prétexte pour taper un peu sur le rival, la Chine en l'occurrence, qu'on n'a pas du tout pensé aux alliés en le faisant, l'Europe par exemple. Mais bon, voilà, c'est le monde imparfait dans lequel on est. Donc finalement, on est aujourd'hui pour moi dans cette étape où on est très loin des solutions parfaites. On sait qu'elles sont hors d'atteinte et donc on essaie de voir comment on peut bricoler. Et aujourd'hui, c'est plutôt ça, c'est sur chaque sujet essayer de faire des groupes qui associent des bonnes volontés. Et le but, et je pense le défi, c'est de les rendre de plus en plus influents pour qu'ils fassent rentrer, pour qu'ils créent une dynamique, disons, positive. C'est aussi ce que, au fond, l'Union européenne essaie de faire quand on met une taxe carbone importante et qu'on dit après, on va mettre un mécanisme d'ajustement carbone à la frontière. On va voir si on arrive à en faire une dynamique positive, mais l'idée, c'est d'essayer quand même, si possible, à terme, d'inciter les autres pays à faire pareil. Finalement, en tout cas, pour moi, c'est la meilleure issue qu'on puisse espérer avec ce genre de mécanisme. Merci beaucoup Sébastien. Effectivement, je crois que c'est un sujet auquel on pourrait passer beaucoup plus de temps sur toutes ces initiatives qui ont l'objectif de non pas d'arriver à retrouver l'inspiration du multilatéralisme en trouvant des solutions dans lesquelles les agents, les pays ont eux-mêmes un intérêt à contribuer de façon un petit peu décentralisée ou en rassemblant, comme il était dit, les volontaires qui ont un intérêt particulier parce que donc il y a des initiatives que Bruno pourrait nous parler encore longuement pour aider l'Indonésie ou l'Afrique du Sud, des pays qui ont un intérêt direct à aider à financer ces pays-là pour leur développement et le changement, la transition énergétique. Alors maintenant, comme le temps presse, on va passer à le dernier point sur lequel on voudrait discuter, qui est la gestion des... vous savez, donc cette session a pour objectif de définir un peu les règles qui fondent le multilatéralisme, et en particulier un sujet qui est très important aujourd'hui, c'est la gestion des technologies vertes. Quelles sont les règles qu'on a se fixer au niveau international pour diffuser ces technologies? Et je vais interroger Elvire pour savoir quel est son avis sur la façon dont l'Europe s'y prend pour gérer ces technologies vertes, comment permettre l'accès aux technologies vertes. On a vu que le problème s'était posé déjà avec les vaccins lors du Covid. Là, maintenant, on a un nouvel horizon, un nouveau défi qui est le changement climatique, et comment on va s'y prendre, et quelles sont les règles, et qui va définir les règles? Alors, on vient déjà d'évoquer cette initiative américaine lancée déjà l'été dernier, l'Inflation Reduction Act, et qui a fait projet nouvelle réglementation et projet d'investissement qui a beaucoup fait parler de lui parce que ça intervenait à un moment où pour les Européens il y a un différentiel de concurrence entre le marché américain et le marché européen créé par le coût de l'énergie, la différence du coût de l'énergie qui préoccupe déjà beaucoup les entreprises européennes et qui fait que là, cette annonce de 369 milliards et quelques de dettes d'État, essentiellement des crédits d'impôt, qui sont proposés aux entreprises américaines pour pouvoir les engager à investir beaucoup plus rapidement, beaucoup plus massivement pour développer des technologies vertes, pour développer de l'énergie verte et de manière massive. C'est-à-dire, finalement, être en capacité non pas de dépendre d'importation de technologies vertes, secteur dans lequel on revient toujours à la Chine, mais la Chine a pris une position déjà de leadership pour un certain nombre de ces technologies. Il suffit de penser aux panneaux solaires, où elle est elle est en position de monopole. C'est moins vrai dans le secteur de l'éolien, c'est moins vrai encore pour d'autres technologies. Mais si on regarde la capacité de la Chine pour la fabrication de batteries pour les véhicules électriques, elle est également dans une position non pas de monopole, mais vraiment de leadership. Donc, dans ce projet américain, il y a à la fois une composante d'autonomie stratégique aussi pour être en mesure de fabriquer toutes les technologies qui permettront d'engager les États-Unis dans cette transition verte. Et puis, il y a une composante anti-Chine dans finalement ce qui est aujourd'hui une rivalité technologique et qui ne se mesure pas simplement à la maîtrise des nouvelles innovations technologiques dans ce secteur, mais qui va être aussi un enjeu d'approvisionnement d'un marché qui va devenir un marché mondial.
Alors, si on en vient à la réponse européenne, ce qui est intéressant, c'est que la réponse européenne, elle a été, je dirais, les Européens ont été un peu secoués dans leur stratégie parce qu'ils étaient les premiers engagés dans leur investissement dans tous ces secteurs de transition verte. Et on oublie de le rappeler, mais il y a déjà une bonne partie des budgets européens qui étaient fléchés ces dernières années vers l'accélération de cette transition verte. Mais il fallait apporter une réponse à l'IRA. Et d'une certaine façon, on peut considérer maintenant, et on sera peut-être amené à le considérer avec un peu plus de recul, que ça a été aussi une incitation à renforcer encore les moyens qui sont mis sur la table entre les États membres pour avoir une politique industrielle plus ambitieuse. Alors, il y a d'abord une première brique qui a été mise sur la table par la Commission européenne, qui est ce plan industriel vert, et qui vise à également développer cette capacité de production de masse de technologie, non seulement pour approvisionner le marché européen, mais pour être en mesure aussi finalement de prendre part à ce marché qui est en pleine explosion d'ici 2030, et de se dire il n'y a pas de raison que ce soit États-Unis et Chine qui in fine se partagent ce marché, et c'est un secteur de développement pour les économies européennes. Ça passe d'abord par un effort de simplification dans l'accès aux aides d'État qui existent, à la fois aux budgets européens qui sont fléchés sur ces questions-là et des aides d'État au niveau des États membres, parce qu'il y a trop de disparités entre les États membres et finalement encore aussi des enjeux un peu de distorsion de concurrence entre les États membres. Et puis ensuite, une flexibilisation des aides d'État, c'est-à-dire l'idée de pouvoir rajouter à ce que l'on peut rassembler dans les budgets européens, qui est encore disponible, qui n'a pas été utilisé, puisqu'il s'agit d'abord de solliciter l'argent disponible, de pouvoir permettre aux États membres de soutenir davantage l'effort d'investissement des entreprises privées, avec la préoccupation que les États membres ont évidemment des capacités d'aide publique très variables, de subventions qui sont très différentes. Certains ont des poches plus profondes que les autres, donc ce qui a engagé un débat musclé entre les États membres, et ce qui nous laisse déjà entrevoir dès à présent un débat qui va se poursuivre sur ce qui pourrait être le développement d'un soutien financier supplémentaire par la création d'un fonds de souveraineté européen qui permettrait d'envisager une capacité d'endettement commun et qui in fine, renforcerait les moyens financiers dont disposent les Européens. On parle beaucoup d'enjeux de course aux subventions, subventions chinoises, subventions américaines, subventions européennes. La question se pose évidemment également pour les pays tiers. Et les pays en développement, les moins développés, comment est-ce qu'ils pourront accéder à ces technologies? Et la question supplémentaire qui se rajoute dans ce débat va être un petit peu la façon dont il y aura des technologies de base qui seront nécessaires si on parle des éoliennes, des panneaux solaires, et puis quel sera l'investissement qui sera fait sur plus des technologies de pointe et l'accès qui sera donné aux pays tiers à ces technologies de pointe, et si ça ne va pas interférer aussi des enjeux de contrôle de l'accès à ces technologies, dans la mesure où les États-Unis veulent maîtriser l'accès, notamment de la Chine, à certaines innovations. Et ce débat ne se limite pas simplement aux technologies vertes, il devrait s'étendre aussi également à d'autres secteurs de technologies de rupture, l'intelligence artificielle, les biotechnologies, et engage à la fois un débat sur un plus fort soutien de l'État aux investissements, aux choix stratégiques que font les entreprises et aux capacités financières que l'on peut débloquer pour ces secteurs. Merci beaucoup. Je crois qu'on a bientôt terminé, mais si vous avez des questions, je ne sais pas si dans la salle il y a des questions. Et je vais, très bien, je vais d'abord lire la question que j'ai reçue en ligne, et puis on passera à votre question. Donc en fait, c'est tout à fait en liaison avec ce qu'on vient de dire, de François Georges. La lutte contre le réchauffement, en fait, c'est le lien entre le réchauffement climatique et l'OMC. Est-ce que le réchauffement climatique est un bon argument ou va inciter l'OMC
à évoluer vers des procédures plus souples et notamment abandonner la règle du consensus. Donc je lis ça, en résume le message. Mais je vais peut-être passer à la question de monsieur. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Mon nom est Henri Reise d'Énergie Franco-Comande. Je connais le professeur Jean quand il était encore au CEPI. Et puis, moi, je demande de quel multilatéralisme et aussi stratégie on parle, autonomie stratégie. Parce que pendant la pandémie, par exemple, les Allemands, pour des raisons populistes, ont fermé la frontière. Et les infameuses moteurs franco-allemandes, ce matin, le professeur Pisani-Ferry était malheureusement d'accord avec moi qu'en décembre dernier, les relations franco-allemandes étaient au point vraiment mort depuis 30 ou 40 ans. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et là, professeur Jean, peut-être la CNAM, parce que ça c'est assez compatible avec l'Allemagne, est-ce qu'on pourrait réfléchir, d'entamer pour recréer peut-être, on ne peut pas refaire le monde, mais partiellement de relancer des choses, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Comme modeste ingénieur, j'ai l'impression dans le domaine financier, ça marche un peu mieux, mais dans beaucoup des autres secteurs, pas terrible. Et si on n'est pas soudé, on va perdre contre les autres. Merci, je vais te laisser la parole à Sébastien Jean. Merci pour votre question. En essayant de répondre simplement, la règle, est-ce que l'OMC doit s'adapter? Certainement. Est-ce qu'il faut le faire sur la règle du consensus? Je pense que c'est une impasse. Par la règle du consensus, malheureusement, on n'arrive à rien. Le consensus est le plus démocratique des processus de décision. Le problème, c'est qu'on ne peut rien décider de substantiel aujourd'hui par consensus. Les 25 dernières années l'ont bien prouvé. Depuis la création de l'OMC, finalement, on n'est pas arrivé à faire des réformes un peu substantielles. On a fait quelques accords, mais rien de substantiel, rien qui réponde à l'urgence dans laquelle on est. Maintenant, au niveau européen, effectivement, on est face à un défi d'action. Et je crois que, en fait, tout le défi face auquel on est, c'est justement le fait que les politiques, les grandes stratégies étatiques et politiques ont repris une importance très grande et que l'Europe n'est pas un État. L'Europe est une construction régionale, un assemblage qui assemble, qui joint un certain nombre d'États. Tout le défi aujourd'hui, c'est d'arriver à se mettre d'accord sur les objectifs qu'on veut suivre. Souvent, on est plus ou moins d'accord, il me semble, et après sur les modalités pour le faire, et c'est difficile. Donc c'est effectivement, je pense, le grand défi qu'on a aujourd'hui. Et là encore, effectivement, j'espère que le CNAM auquel j'appartiens, dans sa modeste mesure, permettra d'avancer. Mais je pense que toutes les initiatives qui sont constructives, qui permettent de construire des convergences, de mettre les fondements de politique européenne ambitieuse sont bienvenues. Mais on voit quand même que les choses ont pas mal évolué. La présidente de la Commission européenne, qui est aujourd'hui d'ailleurs à Pékin avec le président Macron, par exemple, a parlé de la politique extérieure de l'Union européenne vis-à-vis de la Chine dans des termes la semaine dernière qu'on n'aurait pas imaginé il y a quelques années. C'est la manifestation du fait qu'il y a une volonté politique. Maintenant, en Europe, les choses sont souvent compliquées, elles avancent à leur rythme, mais je crois qu'elles avancent quand même. Donc je ne suis pas complètement pessimiste sur l'issue de tout ça, même si je vois bien les complications auxquelles vous faisiez référence. Je veux juste signaler que la proposition qui était faite, la question, c'était peut-on abandonner justement la règle du consensus, d'avoir des règles plus souples que le consensus au sein de l'OMC. Donc ma réponse est oui. Oui. Mais comment y arriver? C'est ce qu'on appelle les initiatives plurilatérales, c'est-à-dire on renonce à faire un accord qui groupe tout le monde et on dit signeront l'accord ceux qui voudront. C'est ça les coalitions de bonne volonté et je pense que c'est la seule façon d'avancer aujourd'hui. Très bien. Elvire? Juste sur le franco-allemand. Parce que c'est vrai qu'on a vu, on a surtout prêté attention au sujet de dissension dans l'actualité de ces derniers mois. Il y a des dossiers sur lesquels on a très bien avancé en franco-allemand, notamment la façon dont on a développé au niveau européen tous les instruments de défense commerciale autonome. Ça avait commencé avec le contrôle des investissements étrangers pour éviter de la prédation de certaines entreprises dans des secteurs clés.
Maintenant, on s'est doté d'un outil de contrôle des subventions étrangères, de la réciprocité sur les marchés publics, l'outil anti-coercition. Tous ces instruments qui permettent de protéger davantage les entreprises sans protectionnisme, mais au sein du marché unique pour établir plus de concurrence équitable, ça a vraiment été soutenu et poussé, notamment en franco-allemand, avant d'être accepté, alors que ça avait suscité quand même beaucoup de débats au niveau européen. Alors c'est vrai que maintenant, il y a un sujet très spécifique qui est en effet la façon dont on a déjà commencé à envisager de recalibrer notre stratégie d'engagement avec la Chine. Comme vient de l'évoquer Sébastien, la présidente de la Commission européenne vient de présenter la stratégie européenne de la Chine, ou en tout cas de faire un discours à propos de cette stratégie qui clarifie quand même les choses. On parle non pas de découplage comme se sont engagés les États-Unis à faire vis-à-vis de la Chine, mais plutôt de limitation des risques par rapport à nos dépendances excessives. Alors c'est la Chine, ça peut être aussi vis-à-vis d'autres pays. Et là, on sait qu'il y a une préoccupation spécifique pour l'Allemagne, pour l'industrie allemande, à la fois s'ajuster par rapport aux problèmes de transition énergétique et augmentation du coût de l'énergie, et en même temps par rapport à un enjeu d'un marché chinois qui devient plus compliqué, dont on essaye de limiter ses dépendances. Et on attend notamment la publication de la stratégie allemande vis-à-vis de la Chine, mais il faut que ce soit... On voit bien qu'au niveau européen, on a besoin de resserrer le dialogue, la concertation entre les 27 États membres. Cette stratégie, elle se clarifie au niveau de la Commission européenne, au niveau du Conseil et des États membres. Il y a encore un travail important, mais encore une fois, le discours de la semaine dernière a reçu un écho favorable dans les États membres et est une nouvelle brique intéressante pour avancer dans cette direction d'une autonomie stratégique de l'Europe entre États-Unis et Chine. Merci beaucoup. Je crois qu'on va devoir arrêter là maintenant. Merci Elvire, merci à tous, merci au panel pour les contributions. Donc un message optimiste finalement. Il y a des pistes et dans l'engagement. Engagez-vous.